Le programme indique au début ouverture de la séance par les deux accueillants qui sont le Palais de la Découverte d'abord. Et donc c'est son président, M. Bruno Macquart, le président de Universcience, qui va nous dire quelques mots d'accueil. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette maison du Palais de la Découverte qui, vous le savez, va fêter ses 80 ans dans quelques semaines, puisque le Palais a ouvert en mai 1937 à l'occasion de l'Exposition internationale des arts et des techniques, et que nous allons fêter ça dignement. On a déjà commencé d'ailleurs à le faire en proposant de nouvelles offres à nos publics, et que le point d'orgue sera une nuit, celle du 20 mai, du 20 au 21, du samedi 20 mai au 21 mai. Retenez ça sur votre agenda, puisque nous nous sommes lancés un défi, 24 heures de médiation scientifique non-stop. L'idée étant d'entrer dans le livre Guinness des records pour rappeler toute l'importance de la médiation scientifique et du rapport entre nos visiteurs et nos médiateurs. Je ne serai pas plus long, sinon pour dire que je suis heureux évidemment que la Société française de physique, avec qui nous avons un partenariat, soit ici avec nous cet après-midi. Je salue la présence du directeur général de la recherche et de l'innovation, qui est un ami de cette maison, et je suis heureux qu'il puisse participer à nos échanges cet après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, bon après-midi au Palais de la Découverte. Monsieur le président de Universcience, monsieur le directeur général à la recherche et l'innovation, messieurs les directeurs d'institut du CNRS, mesdames et messieurs, merci d'être là. Merci à Bruno Macquart pour les mots d'accueil. J'espère qu'on pourra être là nombreux le 20 et le 21 mai. Et si vous avez besoin d'aide pour l'organisation ou pour intervenir, je suis sûr il y aura certainement des gens de chez nous qui peuvent vous aider. Donc, comme vous l'avez rappelé, cette cérémonie a lieu dans le cadre d'un partenariat entre la Société française de physique et le Palais de la Découverte. Dans ce partenariat, il est donc prévu d'avoir 2 fois par an les cérémonies des prix au Palais. C'est pour le prix Jean Perrin d'une part en décembre, et pour les grands prix de l'ASFP en mars. Vous avez ici le programme. Donc on va avoir la cérémonie d'attribution du prix Émilie du Châtelet cette année, du prix Ricard et du prix Rocard. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à proposer des candidatures, des nominations pour les prix de l'année prochaine, parce que bientôt, vers septembre, le jury se réunira. Encore une fois, je voudrais exprimer mon soutien au Palais et mentionner que dans ce partenariat, il est prévu aussi que le Palais puisse participer à notre congrès général. Notre congrès général se tient une fois tous les 2 ans. Il va se tenir en 2017, du 3 au 7 mai, à Orsay. Donc cette fois, au 3 au 7 juillet, pardon, 3 au 7 juillet, à Orsay. Donc cette fois-ci, c'est moi qui vous demande de retenir la date, parce qu'on souhaiterait que le Palais puisse intervenir sous une forme qu'il faut qu'on définisse avec vous, pour présenter sa vision, afin que nous puissions vous soutenir encore plus efficacement. On a déjà des réunions régulières de la commission culture scientifique avec vous, mais ça serait une occasion de s'adresser à la communauté des physiciens qui se retrouvent dans ce congrès, donc du 3 au 7 juillet, 2017. Et une intervention du Palais serait certainement bienvenue. Ça peut être une dizaine de minutes, dans un format qu'il faudra qu'on voit ensemble. J'en profite pour dire que, à l'occasion de ce congrès, on organise un concours sciences et humour qui associe beaucoup de partenaires. Et si aussi vous pouvez, dans la salle, susciter ou même vous-même postuler à ce concours, présenter des idées, vous avez jusqu'au 2 mai de cette année, et ce sera remis donc lors du congrès de l'ASFP. Pour avoir plus de détails, je vous invite à aller sur le site de la Société française de physique, où vous pourrez accéder à tous les détails de sciences et humour. Et en plus, vous pourrez, si jamais vous ne l'étiez pas encore, vous inscrire à l'ASFP.
Je vous remercie et je vais introduire maintenant, cette fois-ci en tant que maître de cérémonie, Alain Béretz, le directeur général à la recherche et l'innovation au ministère, qui va nous dire quelques mots, une quinzaine de minutes, avant qu'on passe à la cérémonie des prix proprement dite. Alain, c'est à toi. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, bonjour. Alors, je suis effectivement très content d'être là, cher Bruno, d'être au Palais, et encore une fois, et c'est encore positif, et puis devant les membres de la Société française de physique, pour en quelque sorte répondre à l'invitation de Michel Spiro. Il m'a proposé un sujet, et bon, c'est comme à la fac, hein, on apprend le sujet et on compose. C'est de parler un peu de, j'allais dire, ma vision, sinon la vision du ministère, sur les sociétés savantes en général et leur rôle peut-être que dans notre société d'aujourd'hui. J'essaierai de ne pas être trop docte dans cette approche, mais peut-être de tirer quelques points généraux. Alors, au fond, parler de société savante, d'ailleurs, c'est un terme un peu, non pas abusif, mais peut-être un peu exagéré. Il faudrait aussi parler peut-être de société scientifique. En anglais, on dit société scientifique. En français, on dit société savante. Je ne vais pas faire trop gloser sur la différence, mais ça veut dire que... Ou learned society, c'est-à-dire qui ont appris. Enfin, c'est encore différent, hein. Mais n'étant pas linguiste, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a aussi scientific societies des fois. Et c'est un peu compliqué, mais c'est aussi pour dire finalement que tout ça tourne autour de la science, et pas du savoir, mais bien de la science, et bien de la recherche. Et donc les sociétés savantes, elles sont aussi là pour affirmer la place de la science, la place de la recherche dans notre société, d'abord comme facteur de connaissance, mais aussi comme facteur de progrès. Et pour commencer presque par la fin, mais c'est d'autant plus important dans un monde qui aujourd'hui, où on parle de postmodernisme, voire de post-vérité, où la science devient une opinion et pas une vérité non discutable ou discutable par des expériences. Et donc, je crois que ça, c'est votre action, vos actions dont je vais parler un petit peu, elles sont d'autant plus importantes aujourd'hui dans ce monde où la science, qui fut et qui doit rester une valeur, devient un objet de discussion. Et je peux vous reciter, c'est pas nouveau, parce que Condorcet, on va faire un peu d'histoire tout au long de cet exposé, mais Condorcet disait déjà en 1791, toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans. Donc rien de nouveau sous le soleil, et je crois qu'aussi, on va y revenir, mais un des rôles... Philosophe, à l'époque, c'était bien une acceptation générale qu'on peut traduire aujourd'hui par scientifique. Et donc, la science, c'est un bien commun, c'est un bien qui permet aussi aux citoyens de retrouver ou de trouver le chemin de la raison, de se soustraire à des influences partisanes, non pas parce qu'elle détient la vérité, mais justement parce qu'elle cherche à expliquer, à critiquer, à construire les faits sur des bases solides. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, c'est important. Et aujourd'hui, c'est important dans le cadre, y compris politique actuel, national ou international. Alors ça me permet de parler aussi, mais j'en redirai un mot, mais dans vos objets, donc il y a la science bien sûr, mais il y a la culture scientifique. La culture scientifique, c'est justement remettre la science aussi au cœur de notre société, non seulement par ses résultats opérationnels, ce qu'on va appeler le progrès pour simplifier, mais aussi par ses enjeux culturels, par ses enjeux démocratiques, par ses enjeux éducatifs, par ses enjeux sociaux. Et cette introduction, elle visait non pas à vous faire une leçon sur la science, mais à montrer que la logique, finalement, peut-être de ma présence ici, mais en vous remerciant de m'avoir invité, la logique des sociétés savantes, ou des sociétés learned, ou des sociétés scientifiques, dans cette vision de la science que je crois nous partagerons facilement. Alors justement, ces sociétés savantes, puisque vous m'avez demandé d'en parler, ou de donner une opinion sur ces sociétés savantes, elles découlent vraiment de cette stratégie, puisque elles ont été là au départ pour à la fois favoriser la science, regrouper les scientifiques, mais aussi favoriser cette diffusion de la science dans notre société.
Bon, je ne veux pas vous faire un long élément historique. Je suis moi-même pas du tout historien, mais quand même, un peu d'histoire nous permet d'éclairer le présent, et c'est d'autant plus utile. On peut voir les prémices des sociétés savantes, soit dans les premières académies, que ce soit la Royal Society 1660 ou l'Académie des sciences à Paris. On a imité les Anglais, 1666. Et l'Académie a déjà regroupé les scientifiques, avoir aussi déjà à l'époque des correspondants étrangers, donc il y avait aussi déjà une notion de mondialisation. Il y a aussi toute l'animation de la science autour en particulier du siècle des Lumières, où ce n'était pas vraiment des sociétés savantes, mais des salons, des regroupements, des rencontres, mais où la science était au cœur du discours de société. Les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, les sciences de la nature étaient aussi autant en cours et autant recherchées que la philosophie ou la littérature. Et on ne peut que citer l'encyclopédie de Diderot comme exemple de ces approches globales. Et puis, mais après ce siècle des Lumières, il y a eu un besoin de s'organiser un peu autour de ces sciences. Et c'est là où on a eu des créations plus formelles de cercles scientifiques ou de sociétés savantes. C'est là qu'apparaissent aussi ces termes, avec ce qui était plutôt des sociétés fermées. Une notion d'élitisme quand même. Quelques exemples, la Société philomatique de Paris, 1788, la Société d'Arcueil, qui tenait ses réunions chez soit Pierre-Simon de Laplace ou chez Claude-Louis Berthollet. On est au tournant du 19e siècle. C'est des noms qui vous disent évidemment quelque chose. Et puis ensuite, il y a eu les sociétés savantes ouvertes, dont vous êtes l'une des représentantes les plus prestigieuses. La première, c'était la Société géologique de France, 1830, puis la Société chimique de France, Société mathématique de France, et la Société de physique, Société française de physique, si mes informations sont exactes, 1873. La Société géologique, c'était 1830. Ensuite, il y a eu des sociétés plus spécialisées. Là, on est sur les grandes disciplines. Puis au fur et à mesure, ça part comme des boules de neige, comme la Société météorologique, la Société internationale des électriciens, la Société astronomique, la Société française d'optique, par exemple, qui c'est de la physique, jusqu'à preuve du contraire, mais 1983. Donc ça continue, ce mouvement, il est très intéressant, donc il continue. Il y a un besoin, à un moment, qu'une discipline se cristallise, en quelque sorte, autour d'une société savante. Et finalement, au lieu de parler des sociétés savantes, moi, je voudrais peut-être parler des sociétés savantes en commentant la Société française de physique, puisqu'après tout, elle me fait l'honneur de m'inviter. Il suffit de parler de la Société française de physique pour parler, à cette occasion-là, comme un tremplin des sociétés savantes en général. Et vos statuts résument finalement ce que je souhaitais dire. Les statuts de la Société française de physique, c'est contribuer au développement et au rayonnement de la physique en France et d'y associer l'ensemble des physiciens de notre pays. Et je crois qu'on a là un bon résumé de ce que peut ou de ce que devrait être une société savante. Vous avez eu des membres prestigieux. Votre premier président était Hippolyte Fizeau, qui a effectué la première mesure de la vitesse de la lumière. Et puis des membres prestigieux, Becquerel, Jean Perrin, Paul Langevin, Louis de Broglie, Alfred Kastler, Louis Néel, Pierre-Gilles de Gênes, Hubert Curien, je cite, puisque en plus d'être un grand scientifique et d'avoir beaucoup œuvré dans le spatial, on va peut-être en reparler tout à l'heure, il fut aussi un des ministres de la Recherche dont on parle régulièrement, et comme je suis dans ce ministère, c'est important. Je rappellerai aussi pour nous ici que c'est aussi l'initiateur de la Fête de la Science. C'est-à-dire qu'on voit bien, à la fois scientifique, organisateur politique, et aussi, et on revient à ce que les sociétés savantes peuvent ou doivent être, aussi un fervent partisan de cette diffusion de la science dans la société. Alors, aujourd'hui, votre société est, si je recite vos statuts, société savante regroupant des professionnels académiques et ingénieurs dont le cœur d'activité est porté par la physique et qui s'est donné 3 missions. Je crois que c'est là-dessus que je voudrais un peu élaborer. Une mission d'ordre purement scientifique, et bon, encore heureux, j'allais dire, c'est normal, faire avancer les réflexions sur ce champ scientifique, ces réflexions qui sont forgées pour repousser les frontières des connaissances, fertiliser les interfaces avec les autres sciences.
Et là, je crois qu'on peut qu'être d'accord avec ce but. Mais il y a 3 autres missions qui ne sont peut-être pas évidentes pour tout le monde et sur lesquelles je voulais insister. Une mission de formation ou d'éducation, développer l'éducation et la formation physique. Une mission technologique et économique, encourager l'innovation et le transfert vers l'entreprise. Et une mission plus générale, une mission de société très ambitieuse, enrichir la culture de l'humanité en général. Mais je crois que cette ambition est légitime et elle justifie presque toutes les autres, de mon point de vue. Et je crois que tout ça, c'est basé sur des valeurs. Donc il y a les missions. Une société savante, ça se caractérise par ses missions. Et on voit bien que les missions, elles peuvent être, je pense que les missions que j'ai citées, vous enlevez physique, vous mettez chimie, vous mettez biologie, les missions, globalement, vont rester les mêmes, et c'est ça qui en fait la force. Si c'était des missions très particulières, très spécifiques de la physique, elles seraient peut-être d'une valeur, non pas moindre, mais plus restreinte. Deuxième type de caractéristique d'une société savante, les valeurs. Ça aurait pu être la première, d'ailleurs. Mais les missions, c'est plus spontané, les valeurs, c'est plus réfléchi. Et vos valeurs, c'est la créativité dans un contexte de recherche de l'excellence scientifique et d'émulation. Et puis, vous ajoutez dans les textes fondateurs, et je crois que c'est très important, des notions d'intégrité et d'éthique, et, je cite, l'attention portée vers une science citoyenne. On pourrait élaborer longtemps sur ce que ça veut dire, mais je crois qu'il est important de souligner, de vous féliciter pour ça, mais aussi de dire que ça me paraît être l'honneur et le propre de toute société savante, c'est aussi de se tourner vers la société, vers les fondamentaux que la science qu'elle professe, qu'elle défend, qu'elle promeut, veut dire pour notre société. Et puis la troisième caractéristique ou la troisième structure d'une société savante et singulièrement de la SFP, c'est son organisation. C'est quand même une société. Donc il y a des structures. Et ces structures, elles servent aussi un objet. Alors vous avez des divisions thématiques, vous avez aussi des sections régionales, vous avez des commissions, et donc vous avez des membres. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une structure comme ça, c'est une structure qui regroupe ses membres, qui fédère ses membres, qui donne aussi, et on voit ça dans beaucoup, peut-être encore plus dans les sociétés savantes américaines, des avantages pour les membres. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de... Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est important, les avantages pour les membres, la manière dont on les suit. Et on voit beaucoup de sociétés savantes, alors je ne connais pas les détails du fonctionnement de la Société française de physique, je suis sûr que vous le faites aussi, mais voilà, s'intéresser beaucoup aux jeunes chercheurs, l'accompagnement des jeunes chercheurs, ou même l'aide pour les membres à trouver diverses relations professionnelles. Tout ça, c'est aussi le rôle, je pense, légitime et non redondant d'une société savante, c'est-à-dire personne d'autre le fait, ou peu de gens, à part les universités dans certains cas, et donc là, c'est aussi tout à fait intéressant et je pense utile. Et puis, dans cette organisation, il y a aussi toutes les activités que vous organisez. Tu as parlé tout à l'heure du congrès général, qui est quand même un événement majeur, pas facile à organiser, mais dont le rayonnement est certain. Il y a les prix. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on est là, en fait, surtout, vous n'êtes pas là tellement pour m'écouter, mais surtout pour fêter les prix. Et les prix, c'est un point important, hein. En France, à un moment, les prix, c'était plus tellement à la mode, c'était même un peu décrié. Il ne fallait pas donner des prix parce qu'on distinguait les gens. Or, les prix, à la fois, d'abord, c'est une manière de dire merci à ceux qui ont rendu service à celui ou à l'organisation qui donne le prix. Et je pense que les lauréats aujourd'hui ont rendu service dans toutes les acceptations du terme service à la physique en France et à la science française, et ils méritent nos remerciements, et c'est quand même important. Et puis c'est aussi une manière de, j'allais presque dire de faire de la pub, pour parler un peu ordinairement, mais de promouvoir la science, parce qu'un prix dans le grand public, ça parle très bien. Il n'y a pas que le prix Nobel, hein. Il y a plein d'autres prix, mais c'est vrai, regardez l'aura du prix Nobel, c'est un des seuls moments, hélas, et encore, c'est pas terrible, où on parle de science dans les médias, vraiment. Où on fête, où on célèbre un petit peu, moins quand même que
moins quand même qu'un résultat sportif de 3e catégorie, mais on célèbre quand même la science. Donc pour nous, scientifiques, c'est très important que ces prix soient l'occasion de parler de la science et de parler des scientifiques. Vous avez aussi, en plus des prix, donc il y a aussi l'action d'édition. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus, mais beaucoup de sociétés scientifiques, de sociétés savantes ont une action ont une structure d'édition, une activité d'édition. C'est traditionnel, hein, c'est souvent très ancien. Quelquefois c'est un peu modeste, quelquefois ça va jusqu'à presque des multinationales de l'édition qui sont tenues par des sociétés scientifiques. Et vous êtes au cœur aujourd'hui de cette évolution de l'édition scientifique qui est très complexe avec l'arrivée de l'open access, évidemment, je ne vais pas m'aventurer sur, mais qui peut remettre en question, dans certains cas, le rôle des sociétés savantes comme éditeurs. C'est un sujet sur lequel nous sommes à vos côtés aussi pour vous aider au ministère à essayer de conserver vos atouts et en même temps de vous adapter à un monde qui change et où l'édition, à la fois, non pas seulement dans ses formes techniques, maintenant c'est de l'édition numérique, mais ça vous savez faire, mais aussi dans ses formes commerciales, peut remettre en cause éventuellement le rôle des sociétés savantes dans l'édition. C'est un vaste sujet, je ne voudrais pas trop l'aborder là. Et puis dernier point dans les actions, c'est les relations internationales. D'ailleurs, c'est presque dans vos statuts naturels, mais les sociétés savantes forment aussi un réseau international de discipline ou de défense de la science. Et vous êtes souvent, on est membre de la Société nationale et de la Société internationale, ça dépend des disciplines. Et là aussi, ces sociétés internationales jouent un rôle similaire, mais à une autre échelle. Et encore une fois, je crois que c'est ça qui résume bien le rôle des sociétés savantes dans notre société scientifique moderne, des missions, des valeurs, une organisation. Voilà ce que vous apportez et voilà, je crois, ce que nous attendons. Mais c'est aussi peut-être un point que je n'ai pas cité, c'est l'esprit de corps, finalement. J'ai parlé des membres, mais finalement, une société savante qui marche, c'est un esprit de corps, c'est un sentiment d'appartenance, pas seulement à une discipline, mais à un groupe humain. Et c'est ça qui fait aussi la qualité de société savante. Alors bien sûr, quelquefois, ça a pu déboucher, dans certains cas, sur l'esprit est quelquefois un peu conservateur. On a vu des sociétés savantes, disons, manifester un esprit de chapelle. Ce n'est pas le cas de la Société française de physique, bien sûr, mais c'est vrai que ça a pu être un des biais du système, c'est voilà, des replis identitaires sur la défense pro-domo d'une certaine discipline. Je crois qu'aujourd'hui, ces choses-là sont dépassées. Et puis pour terminer quand même... je voudrais revenir sur cette affaire de relations science-société, qui est quand même un des objectifs majeurs des sociétés savantes. Parce que les sociétés savantes, ce n'est pas des labos, ce n'est pas le CNRS. Hein, on a des organisations pour organiser la recherche. Les sociétés savantes ne sont pas là pour ça. Mais elles sont, entre autres, très présentes et très utiles pour cette relation entre science et société. Pour les relations avec les entreprises, je les ai citées tout à l'heure. Et vous avez, je crois, une action très, très forte sur les relations avec le monde de l'entreprise, le débat public, avec de nombreuses actions et de nombreuses prises de position sur l'ouverture et le débat public, et puis bien sûr la diffusion de la culture scientifique. Je ne peux que citer les Olympiades de la physique, les activités tournées vers les enseignants. On voit là derrière moi, s'il y a besoin de parler encore d'une activité tournée vers le public, je vous félicite pour cette initiative parce que ça, quand il y a de l'humour, tout n'est pas perdu. Et donc, je crois que c'est extrêmement important. Et ça me permet de faire le lien avec le Palais de la Découverte. Parce que vous avez un partenariat, il n'est pas le fruit du hasard, il n'est pas juste l'opportunisme pour bénéficier de cette très belle salle, dans ce très, très beau lieu. Mais je pense qu'il signale aussi ce partenariat dont tu as parlé, Michel, le partage avec le Palais, cher Bruno, de ses objectifs, de la plupart de ses objectifs, et peut-être aussi de ses actions. C'est-à-dire le partage avec le Palais, de concilier, par exemple, la diffusion des connaissances avec le temps long nécessaire au développement des connaissances et à leur acquisition. On ne travaille pas dans l'instantanéité, ni ici au Palais, ni vous à la Société de physique. C'est quelque chose que nos élus, que certains décideurs ne comprennent pas. Nous ne pouvons pas délivrer, comme on dit en anglais, tous les 4 ans des résultats qui ont été initiés par une politique 4 ans avant. Ce n'est pas possible, on ne sait pas faire. Et je crois que c'est aussi au Palais de la Découverte qu'on peut expliquer ce genre de choses, montrer au public qu'à la fois la science, c'est merveilleux, que la science développe
des choses qui vont être utiles pour tout le monde, mais qu'il faut, vous laisser le temps de le faire. Et le palais est un outil pédagogique magnifique pour ça. D'ailleurs, on peut quand même rappeler qu'il a été fondé par un physicien, il me semble, n'est-ce pas, Bruno? C'est-à-dire Jean Perrin. Et c'était à l'occasion de l'Expo universelle, effectivement, partagé d'ailleurs, si mes renseignements sont exacts, avec le peintre André Léveillé. Et cette union aussi de la science et de l'art est pour moi un sujet fondamental. Ne plus isoler, comme on a à un moment fait ça, la science dans un scientisme un peu rigoriste, mais voilà, la science dans la culture, la science dans l'art, c'est vraiment utile, et je crois que c'était visionnaire de la part de Jean Perrin, qui a eu des tas d'autres visions d'ailleurs dans nos métiers, mais souligner que ce palais est dû à la vision d'un des plus grands physiciens français, je crois que ça ne peut qu'à nouveau nouer ces liens. Et le palais qui est là pour montrer la science en train de se faire, le palais qui a une muséologie qui, à l'époque, était une muséologie aussi qui s'adressait à tout le monde. Je rappelle qu'on était au Front populaire, hein, on était vraiment dans la notion d'un accès démocratique et universel à la science. Jean Perrin disait lui-même que ça permettrait aux ouvriers qui n'avaient pu avoir accès aux écoles réservées aux privilégiés et qui, au contact de la science ainsi rendue vivante, se tourneraient vers des études qu'il appartenait au pouvoir public de faciliter. On voit là aussi des buts partagés, il me semble, par le Palais, par la Société française de physique et plus modestement par le ministère qui ne fait que essayer de vous aider là-dessus. Et c'est au fond cette double conjonction que je voulais souligner. Vous féliciter pour ces buts partagés. Et j'en profite, mais je le referai encore tout à l'heure, pour féliciter les lauréats, parce que c'est quand même pour eux que nous sommes là aujourd'hui. Mais à travers eux, nous fêtons la physique et la recherche française. Et c'est ça que je crois qui est le plus important. Merci. Merci Alain pour ces mots chaleureux. Dans le cadre de notre mission que tu as mentionnée de rassemblement des physiciens, on prévoit de rassembler les physiciens avec les autres scientifiques et avec les citoyens, et on appelle les physiciens à une manifestation pour la science, pour les sciences. Le 22 avril, il y a un comité d'organisation qui s'est mis en place, et la Société française de physique jouera pleinement son rôle pour appeler à être présent dans les circonstances qui ne sont pas si faciles pour la science aujourd'hui, comme vous le savez, ne serait-ce qu'en écoutant les médias ou en lisant la presse et autour de vous. Je profite aussi pour dire que, bien sûr, un soutien total au Palais de la Société française de physique. Tu as rappelé certains des événements qu'on organisait. On a eu un événement dans le cadre Sciences et Citoyens qui a été assez exceptionnel le 20 mars, c'est-à-dire il y a quelques jours, la nuit des ondes gravitationnelles, qui a permis de remplir le Grand Rex, 2000 personnes, et d'avoir l'événement en simultané dans 12 villes en France. C'est une leçon dont il faudra qu'on tire les leçons de cet événement pour voir dans quelle mesure on peut, d'ailleurs notamment avec vous, le Palais, avoir des initiatives de ce genre. Et oui, il y a beaucoup de classes qui étaient présentes. Hein. Il y a eu d'ailleurs des quiz où les élèves étaient très présents, beaucoup de classes qui étaient présentes. Bien, on prend déjà un petit peu de retard, donc je voudrais appeler maintenant Alain Schul, le directeur de l'Institut de physique du CNRS, qui représente le CNRS, à dire quelques mots sur la thématique qui se trouve des lauréats, hein, puisque les lauréats sont récompensés un peu dans des temps extrêmes, les uns les temps très longs de l'histoire de notre univers, les autres les temps très courts de la spectroscopie des atomes. Alain. Merci Michel. Bonjour à tous. Je suis un peu ému d'être ici parce que les dernières fois que j'étais ici, c'est quand je m'occupais des Olympiades de physique. Et voilà. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus sérieux. D'abord, je voudrais commencer par excuser Alain Fuchs, le président du CNRS, de ne pas être ici aujourd'hui. Oui, c'est pour me rappeler qu'il faut que j'aille vite. De ne pas être présent aujourd'hui, il aurait aimé être là, mais d'autres occupations l'ont retenu. Et donc, c'est moi qui l'a chargé de le remplacer dans cette... Donc, je voudrais d'abord m'excuser pour cette intervention qui a été préparée dans l'urgence.
Et le sujet est imposé et il faut que je vous parle de la recherche fondamentale sur les temps extrêmes. Et qu'importe si je ne suis pas un spécialiste du sujet et que je n'y connaisse pas grand-chose, c'est pas grave. Dans la période actuelle que nous vivons, je ne sais pas si vous avez remarqué, on apprend vite qu'il ne faut jamais répondre à la question posée, mais profiter de son temps de parole pour caser son message. Donc je vais vous parler de ma thèse. Ça, c'est un sujet que je connais. Je me souviens quand j'utilisais des impulsions ultra courtes, d'une durée d'à peine 1 seconde, pour chauffer des spins d'un solide, bon, il s'agissait de l'hélium-3, et regarder les degrés de liberté magnétique se thermaliser avec le bain de phonon. Il fallait parfois attendre des heures, et les temps de relaxation, c'était plusieurs heures. Et il faut dire que la température était de 0,5 millikelvin, et là, tout est plus lent. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec les travaux de Jean-Yves Bigot, à qui nous allons remettre le prix Ricard, de la Société française de physique. Pourtant, si vous allez sur le site web de son équipe, vous verrez qu'on peut utiliser des impulsions ultra courtes pour générer une différence de température entre les degrés de liberté magnétique et le bain de phonon, et ensuite observer la relaxation de la température de spin pendant qu'elle se thermalise. Et finalement, le modèle à 2 températures est exactement le même. Même si l'on parle maintenant de femtosecondes, et qu'il n'est plus nécessaire de refroidir le système en dessous du millikelvin. Mais revenons-en à la commande. D'après mon ami Alain Fontaine, le fait que j'ai la responsabilité de l'Institut de physique du CNRS me donnerait légitimité à parler de l'ensemble des recherches qui y sont menées. Elles couvrent 3 grands domaines, les lois fondamentales, l'optique et les lasers, la matière condensée et les nanosciences, et la matière diluée. Remarquez, j'ai réussi à le caser quand même. C'est vaste, mais ça n'est pas assez pour couvrir l'ensemble des temps extrêmes. Il aurait été certainement préférable de faire parler un spécialiste de la physique des 2 infinis. Il y en a un ici. Il y a une forte corrélation entre l'étude des temps courts et des temps longs et la physique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Donc, je vous m'excuserai si je parle plus du sujet que je connais que de l'autre sujet que je connais moins. Quoiqu'à ce stade, il est difficile de poursuivre sans évoquer la première observation des passages d'ondes gravitationnelles. Cela date du mois de septembre 2015. C'est la collaboration internationale LIGO-Virgo qui a permis de confirmer leur existence, laquelle avait été prédite 100 ans plus tôt par Albert Einstein. Cette observation a ouvert l'ère d'une nouvelle astronomie dite gravitationnelle qui nous permettra de comprendre la formation et la physique des astres compacts comme les trous noirs ou les étoiles à neutrons. Elle nous renseignera également sur les premiers instants de l'univers accessible par les observateurs optiques et plus généralement par la détection dans tout le spectre des ondes électromagnétiques. On peut ainsi observer des événements qui sont éloignés de nous d'un temps de l'ordre de grandeur de l'âge de l'univers. On parle ainsi de pétasecondes, en fait le symétrique de la femtoseconde par rapport à l'unité qu'est la seconde. Mais là, quand on regarde vers le haut, c'est difficile d'aller plus loin. Dans l'échelle des temps vers le haut, on a du mal à augmenter d'un facteur 1000 le temps. De l'autre côté, lorsqu'on le regarde vers le bas, les limites sont beaucoup plus lointaines. Pour paraphraser un de nos fameux prix Nobel, on pourrait dire « There is plenty of room at the bottom ». Revenons dans le domaine des femtosecondes, c'est-à-dire 10-15 secondes. L'émergence des lasers femtosecondes a été à l'origine de nombreuses découvertes en physique de solides au cours des 10 dernières années. En particulier, l'étude de la désaimantation optique femtoseconde a permis de mieux comprendre les mécanismes liés aux interactions d'échange dans les matériaux ferromagnétiques. Et cher Jean-Yves, c'est aujourd'hui un pionnier dans ce domaine que viendra récompenser le prix Ricard de la Société française de physique. On peut aller plus bas aujourd'hui. Il y a quelques semaines, sur le plateau de Saclay, à l'Orme-des-Merisiers, le laser Atolab, l'installation laser Atolab a été inaugurée. Il s'agit d'un laser permettant d'observer des processus à l'échelle de l'attoseconde, c'est-à-dire 1000 fois plus petit que la femtoseconde, 10-18. Le régime attoseconde, c'est l'échelle du temps du mouvement des électrons à l'échelle atomique. Et c'est donc la gamme de temps à laquelle il faut accéder pour observer les processus dynamiques internes liés aux constituants microscopiques de la matière, qu'elle soit isolée en phase liquide, solide ou sous forme de plasma. Ces processus ultra rapides jouent un rôle important tant dans les mécanismes du vivant que dans ceux des dispositifs de technologie de pointe. Mais disposer d'impulsions laser ultra courtes est une chose, les utiliser pour observer la matière et en comprendre les mécanismes fondamentaux en est une autre. C'est là, Jean-Yves, ton domaine d'excellence. Physicien expérimentateur, expert de l'optique femtoseconde, tu as su l'introduire dans une grande diversité de champs scientifiques de la physique de la matière condensée, des semi-conducteurs, la biophysique, les polymères et au tournant du millénaire dans le nanomagnétisme, où son approche a permis de mesurer
les dynamiques de l'aimantation et de la désaimantation, de la précession et de l'interaction spin-phono en régime cohérent. Il y a aussi des applications importantes. Le contrôle optique du renversement de l'aimantation de nanostructures magnétiques est un enjeu essentiel de l'écriture et de la lecture de l'information stockée dans les nanopiliers ferromagnétiques de nos mémoires magnétiques. L'étude de la démonstration optique faite aux secondes a permis de mieux comprendre les mécanismes liés aux interactions d'échange. Récemment, en utilisant les techniques magnéto-optiques Kerr et Faraday, tu as étudié la dynamique de réaimantation de films ferromagnétiques ainsi que l'influence de la dynamique d'anisotropie sur la façon dont le mouvement précessionnel commence et se développe. Tes centres d'intérêt actuels portent sur l'étude des processus dynamiques, notamment d'aimantation, dans des objets métalliques de dimension nanométrique, avec une résolution temporelle femtoseconde. Alors, si on essaie de se dire que la taille d'un appareil expérimental est inversement proportionnelle à la fréquence, au temps caractéristique et à la taille de l'objet, on comprend la dimension des appareils qu'utilise Jean-Yves Bigot et de son appareillage. En dehors du magnétisme, ton approche est également novatrice et fructueuse pour la dynamique des électrons, écrantage de Coulomb, la dynamique des placements dans les nanostructures, ou la dynamique de déformation des nanoparticules métalliques soumises à des impulsions acoustiques picosecondes. Tout à l'heure, tu vas recevoir ton 3e prix de la SFP. Après le prix Brolo en 1987, le prix Ancel en 2000 et le prix Ancel en 2000. En 2008, le CNRS a décerné sa médaille d'argent et je ne peux que me féliciter de cette décision d'un de mes prédécesseurs. Il faut ajouter un Advance Grant de l'ERC et aujourd'hui, le prix Ricard vient couronner cette longue liste, mais je suis prêt à parier que ce ne sera pas le dernier. Je suis donc très heureux d'avoir été invité à cette cérémonie en l'honneur d'un physicien de grande envergure. Et je tiens, cher Jean-Yves, à te féliciter pour tes réalisations expérimentales exceptionnelles, particulièrement innovantes et fécondes, dans des domaines variés de la physique de la matière condensée.